Saviez-vous que dans le canyon du Diable en Arizona aux États-Unis, un seul cri peut générer des échos qui résonnent jusqu'à 22 secondes, une durée extraordinairement longue que peu d'endroits au monde peuvent égaler? Cet intervalle étonnant n'est pas une simple curiosité, mais une démonstration claire de la façon dont le son, une vibration de particules, a la capacité de voyager, de rebondir et de revenir vers nous à différents moments. Dans son essence la plus pure, l'écho est la répétition d'un son causé par la réflexion des ondes sonores sur une surface dure et distante. Pour que nous puissions percevoir un écho distinct du son original, une séparation temporelle d'au moins 1/10 de seconde entre les deux est nécessaire. Cette fraction de temps est cruciale car c'est le seuil minimum dont notre cerveau a besoin pour distinguer deux sons comme des événements séparés et non comme un seul prolongé. La vitesse du son dans l'air à une température de 20 degrés Celsius est d'environ 343 mètres par seconde. Considérant cette vitesse pour que le son voyage jusqu'à une surface et revienne en ce dixième de seconde, la surface réfléchissante doit être à une distance minimale de 17,1 mètres de l'auditeur. Pourquoi 17,1 mètres exactement? Parce que le son doit parcourir cette distance jusqu'à l'obstacle et la même distance de retour, totalisant 34,2 mètres en 1/10 de seconde. Cela signifie qu'un endroit comme le Canyon du Diable doit avoir des surfaces extrêmement lointaines et grandes pour maintenir le son rebondissant si longtemps. Exactement. L'échelle de l'environnement joue un rôle déterminant dans la durée et la clarté des échos. Toutes les réflexions sonores ne sont pas des échos. Certaines sont des réverbérations, et la distinction entre les deux est fondamentale en acoustique. La réverbération est la persistance du son dans un espace après que la source originale a cessé de l'émettre en raison de multiples réflexions continues qui se superposent et s'estompent graduellement. Pensez à une grande cathédrale vide où chaque mot que vous prononcez semble se prolonger et se mélange au suivant. En revanche, un écho est une réflexion sonore si claire et séparée que vous pouvez la percevoir comme un son distinct de l'original. Les différences entre l'écho et la réverbération dépendent principalement de la distance aux surfaces réfléchissantes et du temps qu'il faut aux ondes pour revenir. Les propriétés de la surface sont critiques. Une surface dure et lisse, comme une paroi rocheuse ou un mur de béton, réfléchira le son beaucoup plus efficacement qu'une surface douce ou poreuse. Les matériaux tels que les rideaux lourds, les tapis ou les panneaux acoustiques sont spécialement conçus pour absorber le son, réduisant ainsi les échos et la réverbération excessive. Quels autres facteurs, outre la distance et le matériau, influencent la façon dont le son se reflète et résonne? La forme de la pièce ou de l'espace est un facteur extrêmement important, car les surfaces concaves ont tendance à focaliser le son, tandis que les surfaces convexes le dispersent. C'est pourquoi les dômes peuvent créer des points focaux acoustiques où un murmure dit à un endroit s'entend clairement à un autre endroit distant. L'humidité et la température de l'air affectent également légèrement la vitesse de propagation du son et son absorption, bien que dans une moindre mesure que la distance et les matériaux. Un air plus chaud ou humide peut légèrement accélérer la vitesse du son, tandis que l'air froid et sec la ralentit un peu. Le phénomène de l'écho n'est pas seulement une curiosité naturelle, c'est une propriété fondamentale du son qui a d'innombrables applications pratiques dans notre vie quotidienne et dans la technologie moderne. L'une des applications les plus fascinantes est l'écholocation, utilisée par des animaux comme les chauves-souris et les dauphins pour naviguer et chasser. Les chauves-souris émettent des ondes sonores de haute fréquence, généralement des ultrasons, et écoutent les échos qui rebondissent sur les objets de leur environnement. L'information codée dans ces échos leur permet de construire une carte tridimensionnelle précise de leur environnement, détectant la taille, la forme, la texture et la distance des objets, même des insectes minuscules en vol. Par exemple, une chauve-souris de l'espèce Myotis lucifugus peut émettre entre 10 et 20 pulsions d'ultrasons par seconde pendant un vol normal, augmentant à 200 impulsions par seconde lorsqu'elle s'approche d'une proie. Ces impulsions sonores ont des fréquences qui peuvent aller de 25 000 Hz à 200 000 Hz, bien au-delà de ce que l'oreille humaine peut percevoir. Les dauphins et les baleines à dents utilisent un système similaire sous l'eau, où les ondes sonores voyagent beaucoup plus vite, à environ 1500 mètres par seconde par rapport à l'air. Leur écholocation sous-marine leur permet de localiser des poissons, d'éviter des obstacles et de communiquer à travers de grandes distances dans les profondeurs océaniques. Les ondes sonores que les dauphins émettent peuvent varier en fréquence de 40 Hz à 150 000 Hz, ce qui leur donne une polyvalence impressionnante.
impressionnante. Comment la technologie humaine a-t-elle adapté ce principe naturel à des usages pratiques? La technologie humaine a imité l'écholocation animale à travers des systèmes de sonar, un acronyme de Sound Navigation and Ranging qui signifie navigation et mesure de distance par le son. Le sonar est largement utilisé dans l'exploration marine pour cartographier le fond océanique, détecter les sous-marins, identifier les bancs de poissons et localiser les épaves. Un navire de pêche moderne peut utiliser un sonar qui balaye le fond marin avec un faisceau sonore dans un rayon de centaines de mètres, identifiant les bancs de poissons pour une pêche plus efficace. Les sous-marins emploient le sonar passif pour écouter les sons d'autres navires et le sonar actif pour émettre des impulsions sonores et détecter des objets, calculant leur position et leur distance. Un sous-marin d'attaque de la classe Virginia de la Marine des États-Unis utilise des systèmes de sonar actifs et passifs capables de détecter des objectifs à plus de 100 km de distance. Au-delà du domaine marin, la réflexion du son a des applications médicales cruciales, comme l'échographie ou l'ultrason. L'échographie utilise des ondes sonores de très haute fréquence, non audibles pour l'oreille humaine, pour créer des images de l'intérieur du corps. Ces ondes sont émises depuis un transducteur et rebondissent sur les organes et structures internes, revenant au transducteur qui les convertit en une image en temps réel. Cette méthode est inestimable en obstétrique pour surveiller le développement fœtal sans utiliser de radiation, étant un outil sûr et non invasif. De fait, on estime que plus de 95% des femmes enceintes dans les pays développés réalisent au moins une échographie durant leur gestation. Elle est aussi utilisée pour diagnostiquer des problèmes cardiaques, des maladies hépatiques, des problèmes rénaux et pour guider des procédures médicales comme des biopsies. Comment applique-t-on la connaissance des échos et de la réverbération dans l'architecture et la conception d'espace? Dans l'architecture et le design acoustique, comprendre l'écho et la réverbération est essentiel pour créer des environnements où le son se perçoit de manière optimale. Les salles de concert, les théâtres, les auditoriums et les studios d'enregistrement sont des exemples parfaits où l'acoustique est conçue méticuleusement. L'objectif est de contrôler la réverbération pour que les voix ou la musique soient claires et enveloppantes, mais sans qu'elles ne deviennent intelligibles à cause d'un écho excessif ou d'une réverbération très prolongée. Les concepteurs acoustiques utilisent une variété de matériaux et de formes pour obtenir le temps de réverbération idéal pour chaque espace, généralement mesuré en secondes. Par exemple, pour la musique symphonique, un temps de réverbération de 1,8 à 2,2 secondes est souvent considéré optimal dans une salle de concert de grande taille. Pour les salles de conférence ou les théâtres où l'intelligibilité de la parole est primordiale, on recherche un temps de réverbération beaucoup plus court, idéalement entre 0,5 et 0,9 secondes. On emploie des panneaux absorbants sur les murs et les plafonds pour réduire les réflexions, des diffuseurs pour disperser le son uniformément et des réflecteurs stratégiquement placés pour diriger le son vers l'audience. L'Opéra de Sydney en Australie est un exemple iconique de design acoustique complexe, où les coques concaves de son extérieur ne sont pas seulement esthétiques, mais jouent aussi un rôle dans la dispersion du son à l'intérieur de ces salles. Un autre exemple notable est la Philharmonie de Berlin, en Allemagne, connue pour son design de siège style vignoble qui optimise l'acoustique en permettant aux ondes sonores de se réfléchir de manière uniforme dans toute la salle. En musique, les effets d'écho et de réverbération sont des outils artistiques essentiels pour les producteurs et les musiciens. Les pédales d'écho ou de réverbération pour guitare électrique, les processeurs d'effets dans les studios d'enregistrement et les logiciels audio numériques simulent et manipulent ces réflexions. Ils permettent de créer des atmosphères spatiales, d'ajouter de la profondeur aux voix ou de simuler qu'un instrument joue dans une grotte ou une grande salle. Le groupe de rock U2, par exemple, a fait de l'utilisation des échos et des retards une partie fondamentale du son distinctif de son guitariste, The Edge, créant un paysage sonore ample et résonnant. La géophysique exploite également la réflexion des ondes, en particulier les ondes sismiques, pour explorer l'intérieur de la Terre. On génère artificiellement des ondes sismiques, souvent par des explosions contrôlées ou des vibrateurs mécaniques, et on mesure le temps qu'elles mettent après s'être réfléchies sur différentes couches souterraines. Cette technique, connue sous le nom de sismologie de réflexion, est vitale pour l'exploration de pétrole et de gaz, permettant aux géologues de créer des cartes détaillées des structures géologiques du sous-sol. Un puits de pétrole peut être localisé avec une précision de dizaines de mètres à des profondeurs de milliers de mètres grâce à ces mesures. De même, la détection de failles géologiques ou la recherche d'aquifères souterrains bénéficient énormément de cette analyse de la réflexion des ondes. Même dans la sécurité et les tests non destructifs, la réflexion du son joue un rôle crucial.
Les tests ultrasoniques sont utilisés pour détecter les défauts internes dans les matériaux, comme les fissures ou les bulles d'air dans les métaux, les plastiques ou les matériaux composites. On envoie une impulsion d'ultrasons à travers le matériel et on analyse le motif d'écho qui revient. Toute interruption dans ce motif indique une anomalie. Ceci est fondamental dans la fabrication d'aéronefs, où l'intégrité structurale est vitale et chaque composant est inspecté avec ces techniques pour s'assurer qu'il ne contient pas de défauts internes. La qualité des soudures dans les tuyaux ou les structures métalliques est également vérifiée de cette manière, garantissant qu'il n'y a pas de points faibles qui pourraient compromettre la sécurité. Historiquement, le phénomène de l'écho a été objet d'émerveillement et, parfois, de superstition. Dans la mythologie grecque, Écho était une nymphe punie par Héra qui ne pouvait que répéter les derniers mots des autres, devenant ainsi le symbole personnifié du phénomène. Au fil des siècles, les grottes avec des propriétés acoustiques exceptionnelles ou les défilés profonds ont été considérés comme des lieux de pouvoir ou de communication avec des divinités. Par exemple, les grottes de Fingal en Écosse, avec leur formation basaltique colonnaire, créent une acoustique naturelle si surprenante qu'elles ont inspiré des œuvres musicales et littéraires. Les peuples indigènes connaissaient et utilisaient souvent consciemment les échos dans leur environnement, que ce soit pour la communication à longue distance ou pour des pratiques rituelles. Les grands espaces ouverts, comme les varies montagneuses ou les canyons profonds, sont des lieux où les échos se manifestent de manière plus évidente et majestueuse. Pourriez-vous expliquer comment la forme d'un espace peut réellement amplifier ou amortir le son, au-delà de la simple réflexion? La résonance est un autre concept clé intimement lié à la réflexion du son, mais elle va un pas plus loin que le simple rebond. La résonance se produit lorsqu'une source sonore ou une vibration externe produit des vibrations dans un autre objet ou espace qui a une fréquence naturelle de vibration similaire. Lorsque ces fréquences coïncident, l'amplitude des vibrations peut augmenter drastiquement, rendant le son beaucoup plus fort. Un exemple classique est celui d'un chanteur d'opéra qui, en atteignant une note spécifique avec la fréquence adéquate, peut faire qu'une coupe de cristal se brise en raison de la résonance. Le son de la voix du chanteur fait vibrer le cristal à sa fréquence naturelle, augmentant progressivement l'amplitude de la vibration jusqu'à ce que le matériau cède et se fracture. Ce principe est fondamental dans la conception d'instruments de musique. Les caisses de résonance de guitare, violon ou piano ne génèrent pas de son par elles-mêmes, mais elles amplifient les petites vibrations des cordes. La forme et la taille de la caisse de résonance sont conçues pour amplifier certaines fréquences, donnant à l'instrument son timbre caractéristique et son volume. Un violon, par exemple, est méticuleusement construit pour résonner dans un large spectre de fréquences, ce qui lui permet de produire une riche variété de tons. Les tuyaux des orgues, le corps des tambours et les cloches dépendent aussi de la résonance pour produire et projeter leur son. À une échelle plus grande, les phénomènes de résonance peuvent avoir des effets indésirables s'ils ne sont pas contrôlés. Le fameux effondrement du pont de Tacoma Narrows aux États-Unis en 1940, bien que causé par résonance aérodynamique, sert d'analogie vivide de comment les vibrations peuvent s'accumuler et causer la destruction. Dans la conception de bâtiments, spécialement ceux exposés à des sources de vibrations comme le trafic ou le vent, il est crucial d'assurer que leurs composants n'aient pas de fréquence de résonance qui pourrait être excitée par des vibrations externes communes. Les ingénieurs acoustiques doivent considérer comment les différents éléments d'un bâtiment, des murs aux cristaux, pourraient résonner et amplifier le bruit. Les chambres anéchoïques ou chambres sans écho sont un contraste fascinant aux espaces résonnants. Ces chambres sont conçues pour absorber 99,99% du son, éliminant pratiquement toutes les réflexions et créant un environnement de silence presque absolu. Leurs murs sont couverts de coins de matériaux absorbants, généralement de la mousse acoustique ou de la fibre de verre, qui dispersent et piègent les ondes sonores. Passer du temps dans une chambre anéchoïque peut être une expérience désorientante, car le cerveau, habitué aux réflexions subtiles du son dans n'importe quel environnement, se retrouve soudainement privé de celle-ci. L'absence d'écho et de réverbération peut amener les gens à entendre plus fort les sons de leur propre corps, comme les battements de cœur ou les bourdonnements dans leurs oreilles. Ces chambres sont essentielles pour la recherche scientifique, comme tester la sonorité des produits électroniques, calibrer les microphones ou étudier l'audition humaine sans interférence externe.
Les chambres anéchoïques des laboratoires Orfield en Minnesota, aux États-Unis, est l'un des endroits les plus silencieux au monde, avec établi un record Guinness pour son niveau de silence de moins 9,4 décibels. Ce niveau est si bas qu'il se rapproche du seuil théorique du silence absolu, qui est le point où il n'y a aucun son détectable par l'oreille humaine. La technologie de l'écho a également été adaptée dans des applications pour améliorer la communication, comme les mégaphones. Un mégaphone fonctionne en dirigeant les ondes sonores dans une direction spécifique et en les concentrant, au lieu de les laisser se disperser dans toutes les directions. Sa forme de cône agit comme un amplificateur passif, concentrant l'énergie acoustique et la projetant plus loin, augmentant ainsi la portée de la voix humaine. Autrefois, les pavillons des gramophones et des phonographes utilisaient également des principes de réflexion et de direction du son pour amplifier les vibrations mécaniques et les rendre audibles. Même les systèmes de voix sur tube, qui étaient utilisés dans les anciens bâtiments pour communiquer entre différents étages, exploitaient la réflexion du son à l'intérieur d'un conduit pour transmettre des messages. Ces tuyaux, souvent en métal, fonctionnaient comme un guide d'onde qui contenait et dirigeait le son, minimisant sa perte d'énergie. La compréhension de la façon dont le son se reflète et résonne nous permet non seulement d'apprécier le monde qui nous entoure, mais aussi de le manipuler à des fins pratiques. De la médecine avancée à la musique qui nous émeut, le mystère de l'écho est une preuve de l'ingénierie naturelle et humaine en parfaite harmonie. Nous vous invitons à regarder autour de vous, à écouter attentivement et à découvrir comment ces ondes invisibles façonnent chaque recoin de notre univers sonore. Si cette exploration de l'écho a résonné avec vous, abonnez-vous à Explorando pour ne pas manquer nos prochaines immersions dans les mystères de la science et de la technologie. Mettez un j'aime si vous avez apprécié ce voyage sonore et laissez-nous un commentaire nous disant quels autres phénomènes acoustiques vous aimeriez que nous investiguions. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que davantage d'explorateurs rejoignent notre communauté.